Comment trouver de l'argent quand on veut investir pour commencer ou accélérer? C'est ce qu'on voit tout de suite. Pour l'investissement, pour investir, l'argent c'est un peu le carburant, hein, faut quand même pas se voiler la face. Partir de zéro, vraiment 0 euros, c'est au mieux impossible, au pire extrêmement dangereux. Par contre, en fait, trouver de l'argent, ça se fait plutôt bien, et je pense que la première étape, c'est vraiment maîtriser son budget en fait. Et pour ça, pour moi, il y a une règle qui est assez importante, c'est la règle qui s'appelle 50-30-20. C'est vraiment 50% plus ou moins de votre budget doit représenter vos dépenses courantes, votre loyer, votre nourriture, votre consommation. Merci. 30%, ça doit être vos dépenses plaisir, donc le restaurant, les dépenses, les sorties, vos vêtements. Et 20%, c'est lié à vos projets d'investissement, vos projets futurs. On se dit censé d'abord. Dans vos projets d'investissement. Et en fait, moi, il y a un concept fondamental que j'ai appris il y a quelques années, c'est le côté de vraiment se payer en premier. Donc, c'est vraiment les 20%, c'est quand on reçoit le salaire, on les prend. Donc, si on donne 2000 euros, on prend 400 euros et on les met de côté pour investir. Alors, c'est marrant parce que le concept se payer en premier, il a été amené et vulgarisé de plein de façons, et l'une d'entre elles, c'est le bouquin, le bouquin un peu côté gourou, Père riche, Père pauvre, où en fait, Kiyosaki, dedans, il répète tout le temps se payer en premier, et je pense que les gens comprennent mal ce concept. Par exemple, tu vois, on a vu plein d'interviews de gens qui disent « Bah non, je peux pas me payer avant le gouvernement, il m'envoie des factures, etc. Je dois payer d'abord, et puis ensuite je fais ce que je peux. » En fait, Kiyosaki, il va plus loin. C'est-à-dire que Kiyosaki, il brosse des profils, le profil investisseur, le profil entrepreneur, etc. Et en réalité, ce que Kiyosaki veut dire quand il parle de se payer en premier, c'est j'ai une entreprise qui tourne, donc je peux payer mes dépenses personnelles parce que je les passe en charge, ce qui me permet de réduire mon enveloppe taxable et donc de payer moins d'impôts, etc. Et donc finalement, se payer en premier par son entreprise permet de réduire l'impôt. Et ça, c'est vrai que les gens ont du mal à le comprendre. C'est possible en étant entrepreneur, nous c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein. Et puis c'est aussi possible en étant investisseur, dans une certaine mesure, notamment sur la partie immobilière. Donc, oui, moi, personnellement, c'est un point qui est assez important, c'est l'optimisation aussi fiscale, et ça touche au niveau des revenus, mais aussi effectivement tous les charges qu'on peut mettre. Donc typiquement, quand on est entrepreneur, c'est de réfléchir à toutes ces dépenses-là qui peuvent être mises en compte, le matériel informatique, certaines dépenses. Moi, personnellement, l'assurance voyage, je voyage pas mal, et donc c'est une dépense qui permet justement de dire, tiens, voilà, j'évite d'être fiscalisé avant d'avoir ces dépenses en perso. Et l'optimisation de la fiscalité, c'est aussi un point qui est important sur les revenus, parce qu'en fait, on peut le dire, c'est de la France, c'est quand même un paradis fiscal, à condition de bien maîtriser les règles et les niches, mais on peut vraiment faire pas mal de choses pour optimiser ses rémunérations, pour maximiser le net qu'on a en poche, pour avoir de l'argent à investir. Là, c'est vrai qu'on a parlé d'entrepreneurs, mais en réalité, on peut faire aujourd'hui de l'optimisation d'impôts, même en étant salarié. Alors, je parle pas d'investissement en défiscalisation. Ceux qui nous connaissent un petit peu savent qu'on déteste ça pour plein de raisons, c'est pas le sujet. Mais ne serait-ce qu'en optimisant sa fiche d'impôt. D'ailleurs, petit instant pub, quelle transition. Si jamais ça vous intéresse l'optimisation d'impôts, sachez qu'il y a un guide qu'on a créé, il est complètement gratuit, pour vraiment que vous puissiez suivre étape par étape les dispositifs, les axes à travailler pour optimiser et baisser vos impôts dès aujourd'hui. Pour information, ça peut être rétroactif jusqu'à 3 voire 5 ans, donc c'est quand même intéressant. Il y a en description de cette vidéo, vous pouvez le télécharger, c'est complètement gratuit. Et on parle aussi un peu de défiscalisation, notamment des pièges à éviter. Ce qui est important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par ces dispositifs. On appelle ça se faire pénaliser. Effectivement. Et donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger, ça va vraiment vous aider à voir ce que vous pouvez mettre en place pour récupérer de l'argent de ce côté-là. Parce que c'est vrai que quand on parle de baisse d'impôts, on parle de souvent on parle de défiscalisation, alors qu'en vrai on peut baisser ses impôts sans avoir à investir un seul euro. Enfin bref. Il y a un autre sujet, c'est l'argent qui dort un peu partout. Ouais. Je sais qu'il y a des profils qui aiment bien ouvrir des comptes bancaires parce que parfois c'est gratuit, ou il y a des assurances vie, en France il y a aussi des PER. Donc c'est vrai, il y a des profils, il y a certaines personnes où voilà, on a mis de l'argent dans certains endroits, on a oublié, donc on se trouve avec 1000, 500, 10 000 euros parfois dans des cas. Et c'est de l'argent que vous pouvez réactiver pour aussi investir. Le grand classique, c'est typiquement, tu veux acheter un bien locatif ou ta résidence principale et ta banque, elle te dit « Ah, monsieur Romain, machin, ce serait vachement bien si en plus, juste avant de te filer le crédit, ce serait vachement bien si tu pouvais m'ouvrir également une assurance vie. » Là, tu regardes, tu te frottes un peu le visage et tu fais « Bah, je veux mon crédit, alors ok ?»
Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec une assurance vie par-ci par-là, un petit PE, un petit plan épargne logement, un plan épargne retraite, parfois un compte courant qu'on a quasiment oublié parce qu'on est multibancarisé, un PEA qui est pas animé, un compte titre pareil. Et donc en fait on a plein de poches de pognon comme ça, d'argent qu'on a placé nous-mêmes, de façon on va dire plus ou moins incitée, mais qu'on a placé nous-mêmes, et en fait cet argent il dort en fait, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Et ça arrive souvent quand on commence à avoir 35, 40 ans ou plus, où en fait on en a absolument partout, il y a un gros coup de hiérarchisation à mettre là-dedans. Oui, puis c'est aussi un point à regarder au niveau des frais. Il y a typiquement des frais, notamment au niveau des assurances vie, où parfois les frais sont importants. Et en fait, on a par exemple 10 000 euros. On pense que l'argent travaille, mais simplement les frais sont trop élevés par rapport au rendement. Et derrière, en fait, c'est simplement l'argent qui se dévalue dans le temps. Donc c'est intéressant de prendre cet argent-là, de le faire travailler plus efficacement, que ce soit vers l'immobilier ou la bourse en fonction de vos intérêts. Et là, on parle vraiment de l'argent qu'on a placé par soi-même sur une assurance vie, un PEA, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi l'argent qu'on oublie parce qu'en réalité, on ne l'a pas placé par nous-mêmes. Je pense notamment à tous les plans épargne entreprise, des choses un peu comme ça. Il y a des entreprises en France, parfois petites, parfois grosses, qui donnent des gros plans d'épargne entreprise. Moi, je me rappelle, je travaillais dans une PME dans le Sentier à Paris, et pour autant, j'avais 8 000 euros de PE par an, quoi, de plans épargne entreprise. Il y a des entreprises qui sont très connues pour ça aussi, les entreprises du groupe Mullier, les Decathlon, les Auchan, enfin, et il y en a d'autres. C'est à la fois dans des grosses et des petites boîtes. Et on a des PE comme ça qui traînent, et en fait on les oublie. Et ces PE, ils sont pas animés. Ils sont pas animés, parfois l'argent se dévalorise, enfin, c'est dommage, parce qu'on y a droit en fait. On a cotisé pour. Et est-ce que tu as un conseil pour l'utiliser sur sur ce genre de solution? Est-ce qu'on peut sortir l'argent? Alors, pour moi, c'est vrai que c'est un peu plus inconnu, ouais, mais t'as un conseil à donner? vu que t'es en Belgique, c'est un peu, tu connais un peu moins. En fait, il y a des clauses de déblocage qui existent. Notamment au bout de, selon le plan, mais au bout de 5 à 8 ans, tu peux débloquer sans condition. Et après, tu as des clauses de déblocage anticipé. C'est sans impôt, hein, quand tu débloques, zéro. Et les clauses de déblocage anticipé, ça va être typiquement un changement familial, donc mariage, Pacs, décès du conjoint, naissance d'un enfant, achat de résidence principale, perte d'emploi, surendettement, voilà, il doit m'en manquer une ou C'est quand deux. même pas mal de scénarios assez intéressants pour Oui. réactiver l'argent. Ouais, complètement. Et ça permet de récupérer l'argent sans impôt. C'est comme ça que parfois on peut récupérer 5, 6, 700 euros, parfois 1000. J'ai vu des gens récupérer 15 000 euros comme ça. Et en fait, ça fait une manne pour investir, en fait, un argent sur lequel on peut faire levier. Il y a un autre point que j'avais noté, c'est la revente d'objets qui dorment chez vous. C'est qu'au fil du temps, ça arrive à tout le monde, c'est qu'on accumule des objets, des événements, de l'électronique, des PC, des appareils photo. Et au fil du temps, enfin, il y a pas mal de choses que vous n'utilisez plus, et donc c'est intéressant de les revendre. Moi, personnellement, c'est un point que j'avais fait autour des années 2009-2010. J'ai revendu pas mal de choses quand j'ai commencé un peu à la philosophie minimaliste. Et en fait, j'ai récupéré 3 000 euros qui m'ont aidé à investir dans les marchés financiers. Et donc voilà, c'était la revente de vêtements, de jeans de marque, d'appareils photo. Et en fait, il y a vraiment de l'argent qui dort chez vous. Donc vous pouvez faire un listing et regarder, ben ça j'ai plus utilisé depuis 2 ans, mais revendez-le. J'ai fait la même, et je fais encore régulièrement la même chose, puisque avec ma conjointe, on aime bien déménager régulièrement pour plein de raisons. Et donc en fait, déménager c'est chiant. Et le moins on a d'affaires, au mieux c'est. Alors, on avait quand même plus de 500 bouquins, hein. Ah ouais. Donc dans le déménagement, c'est complètement la mort. Donc on a revendu au fur et à mesure des bouquins, des affaires, des fringues qu'on n'utilise plus. Moi qui suis un gros geek et qui aime bien les jeux de figurines, ça coûte une blinde et demie. Bah, les figurines dont je me servais plus, c'est revendu. Enfin voilà. Et on fait ça régulièrement aussi avant chaque déplacement. Et du coup, on est allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter des trucs et de les laisser dormir, voire prendre la poussière, bah, on s'est posé aussi la question de notre mode de consommation en fait. Oui, mais là, je pense que ça dépend vraiment de votre profil. Il y a le côté parfois achat impulsif. Donc, on a tendance à acheter, bah, tu as parlé des livres, c'est Ouais. aussi les bandes dessinées. J'ai pu à un moment en accumuler pas mal. Et bien à un moment, je me dis, mais est-ce que c'est bien de les lire une fois, mais après, ça dort. Donc, c'est un peu vous poser la question, c'est est-ce que je consomme de la bonne façon? Et je reviens un peu sur un point que j'ai mentionné il y a quelques instants, c'est que pour moi, c'est la philosophie minimaliste. En fait, je veux avoir le moins d'objets possible. Parce qu'en fait, chaque objet qui traîne chez vous, c'est une charge mentale. Typiquement, et ça c'est si ma mère voit cette vidéo, elle veut qu'on ait un deuxième service. Et moi je dis non, on n'a pas envie. Ça nous suffit et ça nous convient en fait. Les services d'assiette. Service d'assiette, ça sert à rien en fait. Et donc effectivement, d'avoir trop d'objets chez nous, bah, ça permet de se vider, d'avoir le moins possible. On a la tête plus vide et on est plus serein. On ne doit pas s'occuper de tout ça en fait. C'est de la charge mentale. Mes parents sont un peu dans le même move, effectivement, de se dire oui, mais et si? Et s'il y a un machin? Et s'il y a un souci? Bah, c'est pas grave, quoi. Et nous, ce qu'on a fait avec ma conjointe, c'est qu'aujourd'hui, quand je veux acheter quelque chose, je me pose toujours la question
ok, cet objet m'intéresse, j'attends 2-3 jours. Peu importe les promotions, les machins, enfin, ça va, ça vient les promos, donc c'est pas grave. Pas se laisser influencer par ce biais marketing-là qui est le chrono qui tourne, hein, le stock qui tourne, tout Le ça. FOMO. Ouais, le fameux FOMO, la peur du manque, le fear of missing out. Et en fait, au bout de 2-3 jours, je me dis, ok, cet objet, est-ce qu'il m'est toujours utile? Est-ce que j'en ai toujours envie? Et si jamais je me réponds non, en fait, c'est que c'était un comportement d'achat compulsif, parce qu'en ce moment, peut-être que je passe des moments pas top, et donc j'ai voulu instinctivement compenser d'une façon ou d'une autre. Et ça a vraiment permis de baisser mes dépenses, en fait. Ouais. Autre conseil qu'on peut donner pour trouver de l'argent, que moi j'ai mis aussi en place au début de ma carrière, et même déjà avant quand j'étais étudiant, c'était démarrer un peu un side project. Donc moi, en complément des études, je faisais des sites internet pour des restaurants par exemple, et en fait ça amenait voilà, un petit revenu supplémentaire que j'ai utilisé pour investir quand j'ai démarré sur les marchés financiers. Je l'ai fait ça aussi. Sauf que moi, c'était pas la création de sites web, c'était la revente de contenu sur des sites web existants pour du SEO, du marketing. Bon, ça sert à rien de rentrer dans la technique. L'idée, c'est que par contre, effectivement, j'avais un side project qui me rapportait, qui me rapporte d'ailleurs toujours, 1500, 2000 euros par mois. Et en fait, je pense que bientôt, je vais l'abandonner, ce side project, parce que j'ai plus envie de l'avoir en tête. Je vais le revendre, ça me fera peut-être un petit billet, c'est cool. Par contre, ça m'a donné à l'instant T le carburant pour avancer. Et je pense que ça, c'est un biais qu'on peut avoir, c'est qu'on va regarder les réseaux sociaux, YouTube, tout ce qu'on veut, et on va se dire, ouais, mais si jamais j'ai un side project que ça me fait 500 balles par mois, c'est éclaté au sol. Je veux commencer à viser 5000, 10 000. Ouais, mais en fait, ce que vous oubliez, c'est que le gars que vous voyez sur les réseaux sociaux, il vous le dit pas maintenant, mais il a commencé par les side projects qui faisaient 100, 200, 500, et c'est ok en fait. Étape par étape. Je dirais c'est même souvent, dans beaucoup de cas, la meilleure façon de commencer parce qu'en Ouais. fait, on prend l'expérience d'avoir déjà des premiers revenus en complément sans se mettre en risque par rapport à son job de salarié. Et donc, on peut avoir l'expérience par rapport à ce qu'on va livrer, par rapport à la partie commerciale, trouver Ouais, des clients, etc. clairement. Et donc, ça donne vraiment cette confiance. Et puis, à un moment, si on dit, tiens, bah, j'ai envie de devenir entrepreneur à plein temps, ben voilà, j'ai l'expérience, je lâche, je quitte mon job et je me mets à plein temps. Complètement. Bon, c'est vraiment une très bonne transition aussi entre deux modèles, entre le modèle salariat et entrepreneuriat. Pour ceux qui veulent y aller. Ouais. Oui, c'est pas du tout une obligation. Non, tout le monde n'est pas fait pour ça, je pense. Mais je pense qu'on a trouvé pas mal de solutions sur comment trouver, comment réactiver l'argent qui dort. Si on résume, on a la maîtrise de son budget, j'ai vu l'optimisation d'impôts, Réveiller l'argent qui dort à différents endroits, sur les différents comptes, les assurances, etc. l'argent qu'on a placé soi-même, mais aussi l'argent que nos entreprises, quand on était salarié, a pu placer pour nous, donc tout ce qui va être plan épargne entreprise. La façon de consommer, donc faire attention aussi à la façon dont vous dépensez votre argent. Ok. La revente d'objets qui dorment chez vous, et alors aussi le côté side project pour se créer un complément de revenus. Voilà. Tout ça, on en parle beaucoup. Nous, de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vrai que la partie optimisation d'impôts a beaucoup marché et marche encore beaucoup. Tu vois, je pense par exemple à Alexandra, qui a une maman à l'étranger à qui elle versait une pension alimentaire et elle ne le déclarait pas dans ses impôts parce qu'elle se disait ma maman est à l'étranger, je ne peux pas le faire. Et en fait, elle a pu le faire. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle a pu avoir une rétroactivité des impôts, elle a récupéré 8000, quoi. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup, même ne serait-ce que pour 200, 300 euros, tu vas les chercher en fait, il n'y a pas de raison. Donc, ça, c'est un levier qui marche bien, qui ne demande pas trop de temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, encore une fois, il y a le guide gratuit en description de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, d'ailleurs, on vous l'envoie par mail, bah, vous nous répondez par mail et on échangera ça avec plaisir. Et puis sinon, bah, si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, on s'abonne. Puis, Un petit like. un petit like, ça prend. Et puis, à bientôt!